Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va parler d'un film, Le Loup-garou de Londres, de John Landis. C'est parti mon kiki. Alors, Le Loup-garou de Londres, An American Werewolf in London, est un film américano-britannique réalisé par John Landis, sorti en 1981. John Landis, à qui on doit des films comme Le flic de Beverly Hills 3, Un prince à New York, La quatrième dimension, Blues Brothers 2000. Il a réalisé Thriller de Michael Jackson, Black and White de Michael Jackson toujours. Il a beaucoup travaillé pour Disney. Voilà, donc c'est un acteur, c'est un protagoniste connu dans le monde du cinéma. Le film est un succès critique et commercial à sa sortie. Les maquillages et les effets spéciaux sont particulièrement publicités. Rick Baker, notamment, obtient l'Oscar des meilleurs maquillages, le tout premier décerné par l'Academy Motion of Art and Science. Le Loup-garou de Londres acquiert au fil du temps le statut de film culte du genre. Il connaît ensuite Le Loup-garou de Paris, réalisé par Anthony Waller, est sorti en 1997. C'est un film qui est produit par Polygram Pictures, Lycanthrope Film Limited, American Werewolf Incorporated and Goober Peters Company. Il dure 97 minutes. Et donc, comme j'ai dit, il est sorti en 81. Donc, le synopsis. David Kessler et son ami Jack Goodman sont backpackers de New York. Les backpackers, c'est des routards. Ils sillonnent l'Angleterre et projettent de se rendre à Rome. Alors qu'ils se trouvent dans le parc national de North York Moors, ils font une halte dans un pub dans la petite ville d'East Proctor. Le mystérieux nommé Schloss de Lamb, l'agneau abattu en français. Les habitants locaux sont peu accueillants. Sur un mur, Jack aperçoit un pentagramme et commence à poser des questions. Face à la réaction des habitants, les deux amis américains décident de quitter les lieux. En chemin, ils s'écartent de la route et se retrouvent perdus en pleine nuit. Sont-ils attaqués alors par un animal féroce? Jack Goodman est tué sur le coup. David est transféré à l'hôpital de Londres sous la direction du docteur Hirsch. Il essaie de reprendre les forces avec l'aide d'une jeune infirmière, Alex, qui l'accueille bientôt chez elle. En proie à des hallucinations, il reçoit la visite de Jack, revenant d'entre les morts pour lui annoncer une terrible nouvelle. Il serait atteint de lycanthropie. Se croyant fou, le jeune homme ignore les conseils de son ami mort-vivant, mais lors de la nuit de la pleine lune suivante, il se transforme douloureusement et avec horreur en loup-garou, et se met en chasse dans la capitale britannique. Donc, au maquillage, on retrouve Rick Baker. Rick Baker, qui est un très grand maquilleur américain. Il a reçu plusieurs Oscars, même 7 fois l'Oscar du meilleur maquillage, ce qui est un record. Même Stan Winston, il n'en a pas eu autant. On peut faire un rapide... Il a réalisé Greystock, La légende de Tarzan, Vidéodrome, Bigfoot et Anderson, Gorille dans la brume, Wolf, Ed Wood, Batman Forever, Le professeur Folding, Fantôme contre Fantôme, Men in Black, Mon ami Joe, Wild Wild West, La planète des singes, Men in Black 2, X-Men. Enfin voilà, il suffit de dire ça et voilà. On sait de quoi on parle tout de suite.
Donc ça, c'est Rick Baker. Le budget est de 10 millions de dollars. Il est tourné en 1,85 en mono 35 mm, filmé avec du matériel Joe Denton Limited. Il dure 97 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 21 août 1981 et en France le 4 novembre 1981. Film interdit aux moins de 13 ans lors de sa sortie en France. Alors à la distribution, on a personne de connu. On a David Naughton qui joue David, Jenny Agutter qui joue Alex, Griffin Dunne qui joue Jack, John Woodvine qui joue Dr. Hirsch, Dom McKillop, l'inspecteur Villiers, etc., etc. Il y a juste un caméo du réalisateur, John Landis, qui joue l'homme barbu qui a un accident de voiture à Piccadilly. John Landis a commencé à imaginer l'intrigue du film en 69, alors qu'il officie comme assistant de production sur le tournage de L'Or pour les Braves en Yougoslavie, Avec un technicien local, il voyage en voiture et rencontre des Roms. Ces derniers sont alors en pleine cérémonie rituelle et brûlent le corps d'un défunt pour être sûr qu'il ne reviendra pas à la vie. John Landis se demande comment il réagirait au retour de la mort. Il commence dès lors à imaginer l'histoire. 2 ans plus tard, John Landis écrit et réalise son premier métrage, Schlock, qui sort en 1973 et devient peu à peu culte. Il connaît ensuite 3 succès au box-office américain avec les Hamburger Film Sandwich, American College et les Blues Brothers, ce qui lui permet de faire financer 10 millions de dollars pour son film suivant par Polygram Pictures, même si certains financiers sont partagés entre les aspects comiques et horrifiques du film. John Landis choisit Londres et notamment car c'est la maison de Jack l'Éventreur Jekyll and Hyde et ajoute qu'il a été séduit par le mélange entre gothique victorien et le Londres réel de 81. Polygram Pictures et le producteur Peter Guber et John Peters voulaient Dan Aykroyd dans le rôle de David et John Belushi dans celui de Jack. Mais John Landis refuse. Bien qu'il ait été dirigé pour son précédent film, les Blues Brothers, le réalisateur préfère engager de nouveaux acteurs moins connus. De plus, Dan Aykroyd et John Belushi sont pris par le tournage de Les Voisins qu'il avait proposé à John Landis. Alors que Michael Beck est envisagé, David Naughton est choisi par John Landis, qui l'aperçoit dans les publicités pour Dr Pepper. Ironie du sort, la marque décidera de ne plus faire appel au comédien en raison des scènes de nu du film. Le tournage s'est déroulé du 2 février 81 au 3 avril 81 au Royaume-Uni. Il y a eu lieu à Effingham, à Londres, à Bloomsbury, Earl Court, Hampstead, Piccadilly, Regent Park, Southwark, St James et Powys au Pays de Galles. Contrairement à la plupart des films, Le Loup-garou de Londres est tourné dans l'ordre chronologique. Ce qui est assez rare, hein. C'est-à-dire que le film est monté et tourné comme il est monté. Pour éviter le classement R Restricted de la Motion Picture Association of America, John Landis coupe plusieurs plans de la scène de sexe entre Alex et David, ainsi que certains plans du mort-vivant, Jack. Il supprime aussi la séquence où l'on voit ce que fait le loup-garou aux 3 sans-abri. Après une projection test où le public a eu trop peur, John Landis avouera plus tard regretter ce choix. La musique originale du film est composée par Elmer Bernstein. Cependant, elle est assez courte.
La bande originale est principalement constituée de chansons non originales comportant le mot Moon dans leur titre. Blue Moon, interprété par Bobby Vinton, Blue Moon interprété par Sam Cooke, Moondance interprété par Van Morrison, Bad Moon Rises interprété par The Creedence Clearwater Revival, que j'adore, et Blue Moon interprété par The Marcells. Le cinéaste avait souhaité 2 chansons supplémentaires sur la bande originale du film, le Moon Shadow de Cat Stevens ainsi que l'interprétation de Blue Moon par Bob Dylan, mais les 2 artistes refusent. Il a reçu un accueil critique très favorable, recueillant 89% de critiques positives avec une note moyenne de 7,6 sur 10, et sur la base de 44 critiques collectées sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes. Le film a connu un succès commercial, rapportant environ 30 565 000 $ au box-office en Amérique du Nord pour un budget de 10 millions. En France, il a réalisé 932 212 entrées. Il a reçu le meilleur Oscar du maquillage en 1982 pour Rick Baker. C'est ce premier film à remporter cette récompense créée en 1981. Il récupère aussi le Saturn Award 1982, meilleur film d'horreur et le prix des meilleurs maquillages pour Rick Baker, ainsi que des nominations au prix du meilleur scénario et de la meilleure actrice, Jerry Agutter, par l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur, en 1982. Commentaire. Le film pornographique que va voir David se nomme See You Next Wednesday. On se voit mercredi prochain. On peut également voir une affiche dans les couloirs du métro à Londres. See You Wednesday est un running gag présent dans quasiment tous les films du réalisateur. À la fin du générique, on peut lire un message de félicitations pour le mariage de Prince Charles et la princesse Diana qui a eu lieu le 29 juillet 1981. Le cinéaste avait souhaité 2 chansons supplémentaires sur la bande originale du film. Le Moon Shadow de Cat Stevens indique l'interprétation de Blue Moon par Bob Dylan, mais tous 2 refusèrent, comme j'ai déjà dit. Toute la fin du générique, on peut lire le message « Any resemblance to any person living dead or undead is coincidental », qu'on pourrait traduire par toute sa ressemblance avec des personnes vivantes décédées ou revenues à la vie n'est qu'une coïncidence. John Landis reprit le même message à la fin du vidéoclip Thriller. L'épisode du Muppet Show diffusé à la télévision lors du cauchemar de David est un véritable épisode, mais cette partie ne fut jamais diffusée à la télévision américaine. Ceci explique pourquoi il fut considéré comme étant un faux épisode et que Kermit et Miss Piggy soient crédités au générique. On peut voir 2 posters d'Humphrey Bogart dans l'appartement d'Alex. Le premier concerne l'affiche de Casablanca en 1942, présente dans le salon, et le second, un portrait en noir et blanc de l'acteur présent dans la cuisine. John Landis avait écrit une suite en 1991 qui devait être à nouveau produite par Polygram, mais Michael Kuhn, son directeur artistique, retoqua le script et le projet fut annulé. Le Loup-garou de Paris, An American Werewolf in Paris, réalisé par Anthony Waller en 1997, n'est pas à proprement parler une suite, si les 2 films n'ayant comme seul lien que le concept de départ. Film culte, Le Loup-garou de Londres fait notamment partie de l'ouvrage « 1001 films à voir avant de mourir » en 2003.
Michael Jackson sera tellement impressionné par le film qu'il fera appel à John Landis 2 ans plus tard pour le clip de Thriller. Le film a par ailleurs influencé plusieurs réalisateurs des générations suivantes. Dans le numéro spécial 40, réalisateur culte en 40 images choc de Mad Movies, publié en 2012, le scénariste britannique Edward White loue les qualités du film et l'importance qu'il a eu dans sa carrière. Il avoue avoir principalement été marqué par une image. Si je ne devais choisir qu'une image parmi toutes celles de tous les plans incroyables que compte le long métrage, ce serait sans doute celle d'insert sur la statue de Mickey Mouse en plein milieu de la scène de transformation. Dans l'ensemble, le film m'a terrifié, mais ce plan m'a fait éclater de rire. En juin 2009, il a annoncé que Dimension Film développe un remake. En novembre 2016, il est confirmé que Max Landis, fils de John Landis, écrira et réalisera le film. En décembre 2017, Mark Landis confirme sur Twitter qu'il vient de finaliser la première version du script. Cependant, depuis 2019, le projet est remis en question après plusieurs accusations de harcèlement sexuel et moral à l'encontre de Max Landis. Donc voilà, c'est un super film popcorn à voir. Je vous conseille de voir, qui est vraiment bien. On a un hélicoptère qui passe. Désolé, on va attendre qu'il passe. Voilà. Et donc ouais, vous voulez passer un bon moment avec des effets spéciaux impressionnants avec votre copine, c'est un des films à voir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et à bientôt. Allez, bis, ciao ciao.